Bonjour, je vous propose cette conférence sur le thème Comment renforcer son estime de soi. Je m'appelle Gilles Payet, je suis sophrologue et éditeur du site sophroschool.fr. Cette conférence est structurée en 3 temps. Un premier temps avec des définitions et l'intervention également sous un format vidéo de Christophe André, médecin psychiatre qui a beaucoup parlé et beaucoup travaillé sur l'estime de soi. Je vous proposerai dans un deuxième temps 7 exercices pour renforcer son estime de soi et j'ouvrirai sur un troisième temps de questions-réponses, des questions que vous pourrez me poser dans la zone de commentaires du site internet, de YouTube, de LinkedIn ou de Facebook, là en tout cas où vous êtes en train de consulter cette conférence. Je m'engage à répondre à 100% de vos questions. Vous pouvez également utiliser la rubrique Contact du site sophroschool.fr pour me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est tout ça. Et c'est en particulier ce que je pense de moi. C'est ma capacité à me passer du regard des autres, mais également à prendre ce regard des autres quand il est positif et bienveillant. C'est la conscience de mes forces, mais également la conscience de mes faiblesses, de mes limites. C'est être bienveillant justement avec ses limites, avec ses défauts, avec ses échecs, avec ses lenteurs, ce qui ne me plaît pas chez moi. C'est d'accepter mes défauts et de m'aimer malgré tout. C'est de me rappeler mon unicité. C'est de savoir ce qui est bon pour moi. Et c'est également ma capacité à m'affirmer, à donner mon opinion. Qui mieux placé que Christophe André, ce médecin qui a beaucoup travaillé sur le thème de l'estime de soi, pour nous parler justement de l'estime de soi. Il en a écrit plusieurs livres, dont ce livre Imparfaits, libres et heureux, que je vous recommande fortement. Et je vous invite à écouter pendant 8 minutes Christophe André nous parler des moyens de renforcer, de développer notre estime de nous-mêmes. Vous savez, ce qui construit l'estime de soi, c'est d'abord, quand je suis un petit enfant, de recevoir ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Est-ce que mes parents, la famille dans laquelle je vivais, m'ont fait évoluer dans ce bain d'amour inconditionnel qui est ce sentiment que j'ai qu'on m'aime, même si je suis polisson, même si j'ai des mauvaises notes à l'école, que je peux prendre des risques, on ne me punira pas d'avoir échoué. On accepte que je fasse des choses, que je tente. Ça, c'est un socle très important à l'estime de soi. Mais après, il y a tous les aspects éducatifs aussi. Est-ce que mes parents valorisaient la réussite? Est-ce qu'ils me critiquaient toujours quand j'échouais? Ou au contraire, est-ce qu'ils étaient compréhensifs envers mes échecs? Et le troisième point très important, c'est comment mes parents se comportaient eux-mêmes. Est-ce qu'ils étaient toujours dans le doute, dans l'inquiétude de ce que vont penser les voisins, du jugement social? Est-ce qu'ils avaient peur d'agir? Lorsqu'on a commencé à travailler sur l'estime de soi, c'était dans les années 60, à peu près 60-70, donc ça fait un petit moment maintenant, on s'est aperçu qu'il y avait quand même en gros deux sortes de personnes. Une personne à haute estime d'elle-même, qui avait une idée positive, par exemple, quand on leur demandait de dire quelles étaient leurs qualités, elles y arrivaient. Elles arrivaient à dire, moi je suis entreprenante, plutôt courageuse, franc, etc. Quand vous demandiez à des personnes à basse estime de soi quelles sont vos qualités, c'était la catastrophe, ça les gênait d'en parler, ou chaque fois qu'elles trouvaient une qualité, elles disaient oui, je suis plutôt franc, mais parfois je me prends mal, je me fâche avec les gens, oui, j'ai de l'énergie, mais parfois je fais des bêtises à cause de cette énergie. C'est-à-dire, au fond, une des différences entre les hautes et les basses estimes de soi, c'est le fait d'accepter de voir les côtés positifs chez soi, le fait d'oser agir, de ne pas avoir peur de l'échec. Les personnes à haute estime de soi agissent plus facilement parce qu'elles ont intégré qu'au fond, échouer, c'était normal. Quand on agissait, il y a un certain nombre de fois où on échouait. Alors que lorsqu'on a une basse estime de soi, on a très peur de l'échec parce qu'on pense qu'il va provoquer un jugement négatif sur nous. Et on s'identifie à cet échec, comme vous le disiez, c'est-à-dire on a l'impression qu'échouer c'est être nul, qu'échouer c'est ne plus avoir d'avoir. Un peu aussi, si on connaît trop d'échecs scolaires, trop d'échecs professionnels à répétition, finalement être ébranlé et se replier. Et après, il y a une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire moins j'ai confiance en moi, moins j'ose aller vers les autres et
moins je suis tenté de choses, moins je vais vers les autres, et moins je tente, évidemment, moins je réussis, moins j'ai confiance, etc. Vous savez, notamment dans cette moment d'estime de soi, il y a tout un discours intérieur que nous tenons sans nous en rendre compte. C'est comme une espèce de petite tisane, de petite infusion permanente. C'est tu n'y arriveras pas, n'essaie pas, laisse tomber, tu as encore été idiot, vaut mieux te taire la prochaine fois. Toutes ces petites paroles négatives qu'on se dit à soi-même sans s'en rendre compte souvent. C'est comme une espèce de radio, imaginez une radio critique à bas bruit là, dans votre cuisine qui en permanence toute la journée vous dit t'es nul, n'essaie pas, tu n'y arriveras pas, tout le monde se fiche de toi, reste dans ton coin, c'est la meilleure façon, fais-toi oublier. Si vous êtes intoxiqué par ce genre de radio toute la journée, ça va finir par vous marquer. Et beaucoup d'entre nous fonctionnent comme ça, se dévalorisent sans cesse. L'approche cognitive travaille sur ces pensées automatiques. J'ai l'impression, quand je suis dans une soirée, que je suis le plus bête, le moins cultivé, celui dont le cerveau est le plus lent, celui qui intéresse le moins de monde. Alors ça, tout le monde a pu avoir cette impression. Parfois totalement absurde, c'est pas du tout vrai. Et parfois c'est vrai, on est entouré de gens plus intéressants et intelligents que nous. Et alors, pourquoi ne pas s'en réjouir, se dire, bah oui, je sais bien que sur Terre, il y a plein de gens plus intelligents, et là, manque de chance, même j'en ai plein autour de moi. Je vais me réjouir, je vais les écouter, faire des choses intelligentes, mais j'ai pas besoin de me dévaloriser pour autant. C'est ça l'erreur. Vous voyez, des problèmes d'estime de soi. Dès que je vois quelque chose qui me paraît admirable, je m'enfonce au lieu de me réjouir. La bonne estime de soi, ça n'est pas le narcissisme, se penser magnifique, supérieur aux autres, c'est pas du nombrilisme. Et au contraire, ce dont on s'aperçoit, c'est que lorsque les gens progressent en matière d'estime de soi, ça aboutit plutôt à un oubli de soi. On a souvent une mauvaise lecture de l'humilité. L'humilité, c'est pas se rabaisser, c'est simplement se dire je ne suis ni supérieur, ni inférieur aux autres, je suis l'égal des êtres humains, une fraternité entre nous, je n'ai pas à chercher, parce que je doute de moi, à les dominer. Je dois juste être à ma place au milieu de mes frères et mes sœurs humains, et on va partager. C'est ça l'humilité, c'est pas vouloir toujours se rabaisser, ça c'est masochisme, c'est autre chose encore. En matière d'estime de soi, c'est souvent nous le vrai problème, c'est pas les autres, c'est pas le jugement des autres, c'est nous. On est souvent trop sévère, il y a une sorte de perfectionnisme dans les maladies de l'estime de soi qui font que les gens ont des exigences vis-à-vis d'eux, tyrannie, inconcevable. Et on leur dit souvent en thérapie, il faut que vous soyez votre ami. Ne cherchez pas à vous adorer, à vous aduler, respectez-vous comme vous respectez simplement un ami. Ne vous mettez pas toutes ces pressions, c'est ça le péché d'orgueil, c'est vouloir se dire finalement, je dois pouvoir être parfait. Et refuser de s'accepter imparfait, comme on est tous imparfaits, c'est souvent refuser d'agir et refuser d'être soi-même. La perfection, c'est une défense, c'est une protection. N'agir qu'à coup sûr. Beaucoup de gens aimeraient de pouvoir agir qu'à coup sûr. Des jeunes garçons qui sont amoureux d'une fille rêveraient qu'à chaque fois qu'ils vont vers la fille qui leur plaît, ils leur disent oui, mais c'est pas comme ça dans la vie. Parfois, on nous dit non, et c'est normal. Donc, si je ne veux agir qu'à coup sûr, de façon parfaite, je vais avoir beaucoup de soucis et je vais souvent renoncer à agir. C'est ça le pire. On est dans une société qui met des pressions terribles sur l'apparence, sur la performance, sur la possession de biens matériels, au travers de publicités, au travers de tout ce qui nous imprègne. Et ça fragilise les estimes de nous-mêmes. Ça nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien, que si on a tel statut, tel outil de statut social, ça nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien, que si on a les dents blanches et droites, ou si on a tel ou tel type de vêtements, ça nous fait croire qu'on est quelqu'un de bien, que si finalement on est, on est performant, si on a un métier brillant, si on attire les autres vers nous, c'est des mensonges, c'est la folie comparative. C'est la folie comparative. Prenons l'exemple de l'apparence physique. Autrefois, d'abord, il y avait moins de miroirs et moins d'images qu'aujourd'hui. Car le miroir n'arrive dans les maisons, chez tout le monde, qu'au XIXe siècle. Donc avant, il n'y avait pas de photos, pas de miroirs, donc bon, je m'apercevais vaguement dans le reflet de la mare ou sur des vieux miroirs en zinc. D'autre part, donc déjà, j'avais moins la pression sur mon image. D'autre part, avec qui je me comparais? Et je me comparais avec les gens qui étaient autour de moi, c'est-à-dire mes frères, mes soeurs, mes parents, mes cousins, mes voisins. Avec un peu de chance, j'étais en gros dans la moyenne. Aujourd'hui, je peux voir ma tête partout, et surtout à cause des miroirs, des photos, des vidéos, et surtout, je vais me comparer avec qui? Avec l'épinette qui est à l'arrière des autobus, sur les abribus, sur les premières pages de magazines, avec les gens de la télé qui sont maquillés. Là, en nous faisant cette émission, on nous a maquillés pour comparer plus beau, c'est pas sympa pour les gens qui regardent. Alors on a tous l'air contents, bonne mine et tout. Vous avez quasiment la même tête en nature. Mais on est maquillés, donc tout ça, toutes ces comparaisons qui nous sont offertes par les médias,
font qu'on est plus insatisfait de nous. Vous savez, on fait de plus en plus d'études actuellement en psychologie sur, par exemple, les bénéfices de la foi, les bénéfices pour les personnes qui sont croyantes, quel que soit leur système de croyance, d'une dose de croyance médiane d'ailleurs, parce qu'on s'est aperçu que ce qui était bon pour le psychisme et bon pour la santé aussi, c'était d'avoir une foi intermédiaire, c'est-à-dire les personnes qui ont une foi trop raide, trop rigide, dans laquelle ils s'enclavent comme ça, ils se rigidifient, c'est pas si bon que ça. Et ceux qui n'ont aucune foi, c'est très compliqué, très angoissant, très insécurisant, très problématique aussi pour des tas d'autres aspects. Et donc, bien sûr qu'on s'intéresse énormément à ça. Et en matière d'estime de soi, c'est vrai que pour les croyants, il y a la question de se dire, mais au fond, quel a été le dessein de mon créateur, pourquoi il m'a créé, si inquiet, si insatisfait, si imparfait. Et vous savez, ça c'est une très très vieille histoire. En conclusion de mon livre qui s'appelle Imparfait, libre et heureux, celui sur les pratiques de l'estime de soi, je cite un petit passage de Marc Aurèle. Marc Aurèle, donc, c'est cet empereur romain qui était aussi philosophe et qui écrivait le soir son journal dans sa tente alors qu'il bagarrait, il conduisait des guerres contre les barbares au nord de son empire. Marc Aurèle s'interroge sur son âme, il dit mon âme, mais quand seras-tu enfin tranquille, quand seras-tu enfin satisfaite, quand cesseras-tu de choisir de voir tout ce que tu n'as pas, etc., etc. Donc cette notion d'acceptation de soi et de prière qu'on tourne vers notre Créateur pour tenter de mieux s'accepter, elle est éternelle. Voilà pour cette conférence de Christophe André, vous l'avez noté, elle est assez passionnante. Elle est assez passionnante cette conférence et elle est pleine d'humour également et pleine de bienveillance. Je vous propose maintenant la deuxième partie de cette conférence consacrée à 7 exercices pour renforcer son estime de soi. Le premier exercice, c'est un exercice assez réjouissant à faire, c'est le carnet de vos qualités. Vous achetez un joli carnet, vous prenez un joli crayon, un joli stylo, un joli feutre, ce qui vous plaît en tout cas, et vous allez faire ce travail introspectif d'aller identifier vos qualités. Alors si vous partez d'une feuille blanche, vous pouvez faire ce travail tel quel, vous pouvez prendre appui sur cette première liste que vous avez sous les yeux, mais vous pouvez également sur un moteur de recherche écrire liste de qualités et vous tomberez sur des listes de qualités, notamment une que j'ai éditée et publiée, une liste de 206 qualités dans laquelle vous pourrez aller identifier les qualités qui font partie de votre personnalité. Et ce carnet de vos qualités répondra à la question « Qui suis-je ? Qui suis-je en tant qu'être humain ? Qui suis-je en tant que lycéen, en tant que collégien, en tant qu'adulte ?» Vous pourrez enrichir ce carnet de vos qualités que vous ne manquerez pas d'enrichir régulièrement et de relire, bien sûr, puisque c'est l'intérêt de cet exercice que d'aller chercher les bonnes choses qui font partie de votre personnalité. Vous pourrez enrichir ce carnet de vos qualités, de vos compétences. Les compétences, c'est ce que l'on sait bien faire. Vous pourrez enrichir cette deuxième liste par une troisième liste avec la liste de vos réussites. Qu'ai-je déjà bien fait dans le passé? Alors ça peut être les petites réussites, comme vaincre une peur, oser aller interroger telle personne qui vous fait un petit peu peur, oser passer un coup de fil à quelqu'un, voilà, vous hésitez, vous avez un petit peu peur, mais vous le faites, donc ça fait partie des petites réussites, comme les grandes réussites, ça peut être la réussite à un examen, une mention à un examen, ça peut être le fait de réussir, je ne sais pas, votre code ou votre examen de conduite pour votre permis de conduire. Et puis vous pourriez enrichir également ces 3 listes par une 4e liste qui est la liste de vos aptitudes. Les aptitudes répondent à la question « Que saurais-je bien faire ?» Ce sont des compétences qui sont en vous, mais que vous n'avez pas mises en œuvre, que vous n'avez pas exprimées jusqu'à maintenant, mais que vous seriez tout à fait mobilisé dès demain matin à 9 h si on vous en faisait la demande. Et vous pourriez également compléter ce travail de carnet en notant dans ce carnet les avis positifs d'autres personnes de votre entourage, de votre famille, de vos professeurs, peut-être sur un bulletin scolaire, d'aller à la pêche, même en allant chercher loin, c'est-à-dire dans les années collège, dans les années lycée si vous êtes adulte, d'aller chercher des appréciations positives mettant en avant une compétence, une attitude,
une qualité humaine. Donc ça peut être dans les bulletins, ça peut être dans les commentaires de certains devoirs, ça peut être dans des paroles dont vous avez le souvenir, mais ça peut être évidemment la parole d'amis, de relations, d'amis de parents, dans un univers professionnel comme votre maître de stage, si vous avez fait un stage, le fameux stage d'observation en classe de 3e, ou bien un stage que vous avez fait récemment. Et puis ça peut être aussi des avis que vous avez recueillis sur les réseaux sociaux ou autres sources. Vous pouvez également faire un exercice tout à fait réjouissant et pour vous parents, peut-être de l'organiser pour vos enfants, s'ils sont un peu jeunes. C'est l'évaluation à 360 degrés qui consiste à poser la question à l'entourage de votre enfant ou à votre entourage à vous. Vous envoyez un mail et vous demandez à votre entourage, à une liste de personnes choisies, qu'ils puissent vous faire la liste de vos qualités, la liste de vos compétences, la liste de vos aptitudes et puis la liste de vos réussites. D'avoir leur œil, leur avis, de façon à nourrir la connaissance de vous-même par la connaissance de ceux qui vous connaissent, voilà, et de leur avis. Et c'est toujours un moment assez émouvant que de pouvoir enrichir la connaissance de vous-même avec l'avis de vos proches. Ce travail, pour être complet sur l'estime de soi, doit être dans un deuxième temps, seulement dans un deuxième temps, être complété par le côté verso de vos qualités et par les défauts, donc de faire la liste de vos défauts, qui ne suis-je pas, la liste de vos incompétences, c'est-à-dire vous êtes compétent pour plein de choses, mais il y a des choses que vous ne savez pas faire, donc ça répond à la question que ne sais-je pas bien faire. Le carnet de vos échecs, vous avez eu des réussites, des petites, des grandes, vous avez également eu des échecs, donc c'est intéressant de savoir là où vous avez échoué, pareil, pour mieux comprendre qui vous êtes, avoir cette vision globale de vous-même. Vous pouvez compléter cette liste bien sûr par la liste de vos inaptitudes, c'est-à-dire que ne saurais-je jamais bien faire parce que c'est pas dans mes gènes, c'est pas dans mes qualités naturelles. Et puis bien sûr compléter si vous le souhaitez ce travail par l'avis d'autres personnes sur vos défauts. Alors les petits défauts, vos parents vous les diront, peut-être que vous les connaissez, ou des amis pareil qui peuvent mettre en avant vos défauts, d'avoir une vision équilibrée sur qui vous êtes avec vos qualités mais également vos défauts, avec vos compétences, mais également vos incompétences, avec vos aptitudes, mais également vos inaptitudes. C'est un boulot qui est vraiment très structurant et qui vous permettra de bien connaître qui vous êtes et qui vous donnera plein d'indications pour notamment identifier vos environnements favorables, mais également ne pas aller vers les environnements défavorables. Deuxième exercice, un exercice pour rééquilibrer mes pensées. Si par exemple je me dis je suis plutôt timide quand même, donc une version plutôt négative, vous équilibrez votre pensée, équilibrez votre cerveau en disant ok, je suis timide mais je suis aussi intelligent. Je suis plutôt lent. Ok, je peux être lent parfois mais je suis super créatif ou je suis super créative. Je suis peu cultivé, je me sens plutôt pas cultivé, on me le dit de temps en temps. Ok, mais je suis dynamique. Je suis peut-être pas très cultivé, mais je suis dynamique. Je suis déprimé en ce moment, ça va pas bien. Ok, mais je suis courageux, je suis courageuse. Et d'ailleurs, j'en ai fait la preuve à nouveau ce matin. Je suis nul. Ok, mais ça m'arrive de temps en temps, mais je suis super débrouillard ou super débrouillarde. Je suis impatient, je suis impatiente. Ok, mais je suis bienveillant ou je suis bienveillante. Je suis nul en maths, ça c'est sûr, mais je cartonne en anglais. Voilà, je parle super bien en anglais. Voilà, l'idée de cet exercice, c'est qu'à chaque fois que vous avez une pensée qui vous déprécie, qui vous dévalorise, une pensée négative, automatiquement, il faut que le match soit égalité, vous équilibrez votre pensée par une pensée positive. Un défaut, vous pensez à un défaut, équilibrez votre pensée par une qualité. Vous pensez à une incompétence, équilibrez votre cerveau, votre pensée par une compétence, etc., etc. Troisième exercice, je vous invite à apprendre, puisqu'il s'agit de ça, d'apprendre à bien me parler. Par exemple, c'est un exemple, au lieu de dire « je suis vraiment nul, je me suis encore couché tard, et ce matin ça pique, là, ça va pas du tout, je suis pas en forme du tout ». Vous pouvez dire ça, mais en disant ça, vous avez un jugement, vous voyez, vous dites « je suis nul », c'est négatif, et vous en rajoutez des tonnes. Vous pouvez dire « ce matin, je constate que je suis crevé là, je suis vraiment fatigué ». Et je sais pourquoi, mais c'est pas grave, c'est vrai que c'est pas grave d'être fatigué un matin.
faut être bienveillant avec ça. Je vais juste devoir être plus vigilant qu'à l'habitude. Et ce soir, priorité à la récupération. Je mangerai léger, je me coucherai plus tôt, et puis peut-être que je vais lire un bouquin. Voilà, peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous vous couchez plus tôt. C'est surtout ça le plus important. Autre formulation pour apprendre à bien vous parler et autre posture, soyez sans pitié avec vos croyances limitantes. Si vous dites régulièrement « je n'y arriverai jamais », troquez cette phrase par « je vais donner le meilleur de moi-même ». Si vous dites souvent « je vais être ridicule », troquez cette phrase par « je serai comme d'habitude, professionnel et impliqué ». Si vous vous entendez dire de temps en temps « ça ne marchera jamais », c'est sûr, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien d'y aller, ça ne marchera pas, eh bien, remplacez cette phrase par « je me donne toutes les chances de réussir ». Remplacez « je ne peux pas agir seul » par « je connais ma valeur, je connais mes compétences, il ne sera jamais d'accord, c'est dehors ». Et dedans, ça devient la phrase « je lui donnerai tous les arguments pour le convaincre ». Que va-t-elle penser va céder la place à c'est sûr, elle sera intéressée. Le « je suis nul » devient « je suis compétente ». Le « je suis nul » au masculin deviendrait « je connais ma valeur ajoutée » et « je ne ferai jamais aussi bien qu'elle » deviendrait « ma proposition a plein d'atouts ». Quatrième exercice, je vous invite à rechercher vraiment la présence de personnes positives, le contact de personnes positives. Ça peut être bien sûr des amis, ça peut être des petits amis, ça peut être, ou des petites amies, ça peut être un parent, deux parents. Si vous avez la chance d'avoir deux parents bienveillants, c'est top, prenez et nourrissez-vous du contact avec vos parents. Ça peut être un professeur en particulier ou plusieurs professeurs qui vous aiment bien, qui a toujours un mot d'encouragement, même si les résultats ne sont pas tout à fait là. Ça peut être un voisin, ça peut être une boulangère, dont vous aimez l'énergie parce qu'elle raconte toujours des blagues ou je ne sais pas. Ça peut être votre médecin qui a toujours un mot bienveillant. Ça peut être votre femme de ménage qui, une fois par semaine, a une discussion, a des mots gentils, etc., vous demande comment ça va. Ça peut être un copain de sport, un copain de musique. Bref, entourez-vous de ces personnes positives. Et coupez-vous, ou en tout cas limitez, l'exposition aux personnalités négatives ou les personnalités toxiques. Vous savez, celles qui vous rabaissent, qui vous jugent, qui vous dénient, qui ne vous encouragent jamais, qui râlent souvent, qui voient toujours le côté négatif et qui critiquent sans cesse. Ces personnes-là, c'est no way, c'est dehors. Et dans l'environnement qui est le vôtre, qui est constitué bien évidemment de personnes positives, de personnes moins positives, le boulot que je viens de vous décrire consiste à arriver à un résultat intermédiaire qui pourrait être celui-ci. Dans lequel vous avez vous êtes entouré de personnes positives qui font comme un écran avec les personnalités négatives. Et puis si vous allez jusqu'au bout du boulot, eh bien, ça peut donner ceci. D'apprendre petit à petit, avec le temps, et c'est une vraie éducation à dégager de votre vie le plus possible, ou en tout cas d'éloigner le plus possible les personnalités toxiques, celles qui vous rabaissent, celles qui rabaissent et qui fragilisent votre estime de vous-même. Un sixième exercice qui est remarquable, que je vous invite vraiment à faire, alors c'est un exercice, c'est une posture, c'est un principe de vie, c'est d'arriver régulièrement à donner du temps pour votre entourage, pour les gens que vous aimez, les parents, les amis, les voisins, un petit frère, une petite sœur que vous allez aider sur un devoir par exemple. Ça peut être un inconnu aussi sur un réseau social, pourquoi pas, d'aider, en tout cas de donner du temps pour les autres, parce que aider, c'est faire plaisir aux autres, c'est avoir ce sentiment d'utilité, vous sentir exister, et au final, d'aider, on est souvent fier de soi, c'est bon pour l'estime de soi, d'aider les autres. Septième et dernier exercice, c'est de vous fixer des objectifs réalistes, pas des objectifs irréalisables qui vous mettent sans cesse en situation d'échec, avec une dépréciation forte de la vision de vous-même, en disant je suis nul, et vous enchaînez les échecs parce que vous mettez la barre trop haute à chaque fois.
L'idée des objectifs SMART, c'est un acronyme, c'est le S de spécifique, d'avoir un objectif bien identifié, mesurable, avec une valeur de mesure, vous allez pouvoir mesurer à la fin de l'objectif, ambitieux, mais aussi réaliste, et puis c'est le T de temps, que votre objectif soit inscrit dans le temps. Vous ne donniez pas un objectif comme ça en l'air, et que vous puissiez dire dans 1 heure, dans 10 jours, dans 30 jours, dans 6 mois, dans 1 an, mon objectif, voilà, mon objectif est avec ce temps-là. Je vous propose 2 exemples. Premier exemple, un exercice et un objectif de musculation. Voilà, c'est votre truc, la musculation. Et vous vous dites, voilà, je voudrais développer mes biceps. Ça, c'est l'objectif spécifique. Le mesurable, je vais pouvoir mesurer en centimètres mon tour de biceps. Mon objectif ambitieux, c'est d'arriver à un contour de biceps de 37 cm. Admettons que je sois à 34 aujourd'hui. Et puis, c'est 5 minutes par jour au début, ça c'est le côté réaliste, hein. Je commence par des petits pas, 5 minutes, et puis je vais peut-être faire 10 minutes, un quart d'heure après. Et puis le temps, je me donne un objectif de 2 mois pour le faire. On est le 15 avril jusqu'au 21 juin, ça fait un peu plus de 2 mois, je veux être prêt pour la fête de la musique. Exemple numéro 2, un exemple plutôt lié au travail, développer ma capacité de concentration. Mon objectif devient travailler sans distraction. Le côté mesurable, c'est que je vais mesurer sur chaque heure si j'ai des distractions et peut-être le nombre de distractions. Je vais faire un petit bâton à chaque fois sur chaque heure pour le mesurer. Le côté ambitieux, c'est d'arriver à tenir 1 heure et puis de le faire 3 fois dans la journée, d'arriver à tenir 3 fois 1 heure dans la journée. Le R de réaliste, c'est de m'accorder une progression, c'est-à-dire je vais commencer en essayant de tenir un état de concentration pendant 15 minutes, puis 30 minutes, puis 45, puis 60. Donc j'ai quelque chose de réaliste, la barre n'est pas trop haute. Et puis avec l'idée que dans 10 jours, je pourrais arriver à cet objectif, à cette satisfaction de me dire, allez, dans la journée, j'ai fait 3 fois 1 heure, en continu ou en discontinu, 3 fois 1 heure de travail en concentration. Voilà pour ces exercices, voilà pour cette conférence sur l'estime de soi. Je vous invite à me poser des questions dans la zone de commentaires du réseau social ou du site internet sur lequel vous êtes en train de voir et de visionner cette conférence. Vous pouvez également me poser des questions dans la rubrique contact du site sophroschool.fr. Et si vous souhaitez voir ou revoir les autres conférences passées, celles sur la concentration, comment optimiser sa concentration, celles sur le sommeil, comment favoriser un sommeil réparateur, ou celles à nouveau sur l'estime de soi, eh bien toutes ces conférences ainsi que l'ensemble des conférences que je donne en sophrologie et en coaching pour les jeunes se retrouvent dans la rubrique vidéo sur le site sophroschool.fr. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et développez votre estime de vous-même, c'est important.